C'était en 2009, j'avais décidé de faire un travail sur la lutte sénégalaise. Comme j'étais parti déjà plusieurs fois au Sénégal, je savais que ça allait être un travail très difficile et donc je m'étais fixé de faire au moins 3 voyages pour être sûr d'y arriver ou pas. Je suis parti une première fois à Dakar où je suis resté 15 jours sans faire une seule photo, car à chaque fois il y avait toujours un problème de dernière minute. J'étais dépité. Dans ce premier voyage, j'avais quand même rencontré une des personnes de l'image, Bombardier. C'est son surnom de combattant. C'est le grand bonhomme au centre de l'image. Je lui avais déjà montré mon travail, il y avait été sensible, mais il m'avait dit que c'était compliqué. Bref, à ce moment-là, personne ne veut m'aider sur place, personne ne veut poser. Je reviens au Sénégal un mois après. Je noue des contacts avec le maximum de personnes possibles sur place, mais toujours rien. La veille de mon départ pour Paris, je décide d'appeler une dernière fois Bombardier. Il me dit « Écoute, viens demain sur la plage de Moubourg, à l'entraînement. » Là, je pars avec un copain photographe, sa petite voiture, et, arrivé sur place, on se retrouve face à 40 lutteurs qui s'entraînent sur la plage et 200 enfants qui sont autour. Bombardier me dit « Installe ton studio ». Il était 17h, le jour allait se coucher une demi-heure après. Dans l'urgence, j'installe mon studio au cul de la voiture sur la plage, je monte mon fond noir et je monte mon flash. Je fais très attention à mon matériel car il y a énormément de monde. Ça fourmille de partout. Quand Bombardier voit que je suis prêt, il arrive avec son équipe et il se pose là, dans le studio. En sueur, totalement en transe, je commence à les photographier. Quand je m'avance, il y a 200 enfants derrière moi qui s'avancent aussi. Quand je recule, il y a 200 enfants qui reculent. Il y a une ambiance incroyable en même temps qu'un moment de stress intense. C'est ce jour-là que je fais cette photo. J'ai attendu pendant un mois le bon moment, et ce moment où je n'y croyais plus du tout est arrivé à la veille de mon départ de mon deuxième voyage. Et dans cette demi-heure s'est concentré tout ce que j'ai raté pendant un mois. Quand Bombardier m'a dit « Viens », il était prêt à poser exactement comme je le souhaitais, et dans cette fraction de temps, c'est comme si tout était aligné pour que ça fonctionne. Je suis avec Louise et Caroline. Nous passons nos vacances en Suède. Nos amis, Marina et Frédéric, nous prêtent leur maison à Lund, une petite ville universitaire du Sud. C'est Louise sur la photographie. C'est une photographie couleur prise avec mon appareil fétiche de toujours. Elle a été prise avec une pellicule Kodak. Nous marchons tous les trois sur ce très long ponton qui mène à un sauna magnifique. Je ne sais plus si c'est la mer du Nord ou la mer Baltique. Je ne sais plus non plus si ce jour-là, Louise crie ou recrache ses cheveux, comme du feu. C'est un été spécial que je ne voudrais pas revivre. Ici, pas besoin de donner la raison. C'est un été où le silence est nécessaire. Nous nageons beaucoup dans la mer gelée. Nous marchons beaucoup dans de lumineuses forêts. Je prends beaucoup de photographies sans réfléchir aux photographies que je prends. Ce n'est pas un été où l'on rit beaucoup, et l'on ne cherche pas à rire beaucoup. Ce voyage isolé ne nous fait ni du bien ni du mal. Nous acceptons juste un réel un peu trop fort et très encombrant. Ce jour-là, nous vivons. Lorsque je commence un projet, je n'ai pas d'agenda ou de liste de choses à faire. Ce que j'aime dans la photographie, ce sont les cadeaux inattendus. Je peux passer des jours sans voir quoi que ce soit, et tout à coup, quelque chose d'étonnant se présente. Dans l'Idaho, j'ai visité le marché fermier de la petite ville d'Emmett, où j'ai rencontré une famille qui vendait des produits. La mère était sympathique et a semblé curieuse lorsque je décris mon travail. Je lui ai demandé si je pouvais photographier sa famille à la maison, et elle a accepté. Ils vivaient dans une petite maison délabrée dont l'intérieur était encombré de vieux meubles, de vêtements, de jouets, de livres pour enfants, de papier, d'ordinateurs et d'une télévision. Les enfants étaient scolarisés à domicile.
J'ai été présentée au père et j'ai appris que la famille avait quitté le New Jersey pour s'installer dans la Idaho rurale afin de se préparer à l'effondrement de l'ordre mondial. Les Preppers croyaient que le réseau électrique national finirait par tomber en panne à cause d'un piratage chinois ou russe ou d'une éruption solaire et qu'il ne serait jamais rétabli. La panique s'ensuivrait, il n'y aurait plus de nourriture, ni commerce, ni gaz, ni téléphone. Les gens doivent se préparer à survivre à l'inévitable scénario catastrophe. J'ai photographié les jeunes enfants parmi les bottes de foin. J'ai été attiré par l'adolescente, qui ne survivait pas seulement à l'adolescence, mais aussi à la vie au sein d'une famille où régnait la peur et l'anticipation d'une catastrophe mondiale. Elle semblait timide et s'occupait de ses jeunes frères et sœurs. À un moment donné, elle est montée sur un trampoline et a commencé à sauter. Elle s'est propulsée de plus en plus haut, volant au-dessus de nous dans son t-shirt de Supergirl, les mains sur les hanches et le regard tourné vers le ciel. Elle va s'en sortir, me suis-je dit. Elle va survivre. L'été 2018, je suis de retour sur le fleuve Amour. Je souhaitais revenir sur ces terres d'Extrême-Orient russe à la recherche de ceux dont j'avais partagé le quotidien près de 30 ans auparavant et témoigner ainsi du passage du temps. À Nergen, petit village nanaï le long du fleuve, je tombe nez à nez avec Margarita, l'ancienne mère du village qui m'a hébergé lors de mon précédent voyage. Je la reconnais immédiatement. Elle porte toujours le même chignon et d'amples robes longues en nylon. Margarita est une vraie sibérienne. Ses grands-parents ont quitté Saint-Pétersbourg pour venir s'établir en Extrême-Orient russe à la fin du XIXe siècle. Sa mère, Kapitalina, serait la première institutrice à venir enseigner aux enfants nanaïs du village. Je m'apprête à faire son portrait et lui demande si elle accepterait de dénouer ses cheveux. Depuis longtemps, j'avais envie de lui faire cette demande, car j'étais fasciné par ses cheveux que je pressentais très longs. Après avoir par coquetterie fait mine de refuser, Margarita accepte de le faire et dénoue devant moi sa longue chevelure. En me laissant ainsi accéder à cette part d'intimité, je vois apparaître une autre femme, plus mère ni mère. Je découvre une femme qui gardait un secret dans sa chevelure, sa jeunesse. Elle n'y avait pas renoncé. Margarita était et resterait une jeune fille pour l'éternité. Ce jour-là, Isabelle et moi étions à Biarritz. Ça faisait quelque temps qu'on envisageait de quitter Paris et on cherchait un endroit où s'installer. Nous avions pensé à Italie, à aller du côté de Menton, de la Costa Brava, et puis finalement, je me suis dit, pourquoi on n'irait pas à côté de Biarritz? Nous avons fait quelques virées à Biarritz et nous avons trouvé la ville superbe, l'ambiance nous plaisait. Comme toujours dans ces moments-là, la décision a été prise sur un coup de foudre visuel. J'étais en haut, en face de la mairie, je regardais vers la grande plage. Il y avait cette colonne du casino et j'ai trouvé ça magnifique, très métaphysique. Je me suis dit, c'est l'endroit où il faut vivre. Je voulais tous les jours voir cet océan, ces couleurs qui changent, cette ambiance art déco, ces ombres qui s'allongent. Ce jour-là, donc, on est sûr que nous allons nous installer à Biarritz, mais nous n'avons pas encore trouvé notre petit appartement. Nous descendons pour le week-end à l'hôtel Plaza qui donne sur la grande plage. Ce jour de novembre, le temps est un peu couvert, il y a un peu de vent, quelques percées de lumière et on se sent bien. On est vraiment heureux, amoureux et on se dit que c'est bien ici qu'on s'installera. On décide de sortir faire des photos. À l'époque, c'était comme ça. L'appareil photo accompagnait une soudaine envie de rendre hommage au temps, au bonheur qui l'accompagnait. Photographier le bonheur, c'est souvent plus difficile que photographier un événement déjà présent, à portée de main. Il faut arriver à saisir l'insaisissable. Un regard, un geste. C'est très compliqué. C'est fragile comme une bulle de savon.
Nous sommes sur l'esplanade et je commence à faire des photos d'Isabelle en tournant autour d'elle et elle autour de moi. Quand j'ai fait cette photo, c'est vraiment comme si je tournais un film sur elle. Pourtant, l'image est curieusement construite. Elle est devant la colonne alors que j'aurais aimé qu'elle soit décalée par rapport à la colonne. Puis elle se trouve au centre de l'image alors que généralement je ne cadre jamais quelqu'un au milieu. Mais là, ça marche. Et ça veut dire qu'inconsciemment, Isabelle était au milieu de tout. Au début de l'été 1985, j'ai rendu visite à un ami à Cincinnati. Il m'a parlé de Lower Price Hill, un quartier de blancs défavorisés venant de Kentucky et de Virginie occidentale. Je suis allé et j'ai passé la majeure partie de la semaine à me promener, à parler aux gens et à prendre des photos. J'ai repéré 2 personnages de cette scène dans une piscine publique. Je leur ai demandé si je pouvais les prendre en photo et ils ont accepté. J'ai pris cette photo, puis je les ai laissées et j'ai continué ma promenade dans le quartier. Je suis attiré par les images qui ont une composition simple, mais qui sont complexes psychologiquement. Cette scène avec 2 enfants se détache sur un mur et une porte en briques sombres était simple et expressif. Ce qui se passe était complexe, plein de danger et de douceur à la fois. Le petit garçon qui fumait a attiré mon attention. Fumer à un si jeune âge est malsain. C'est un enfant à risque. Pourtant, le danger me semblait absent de cette scène car elle comportait aussi quelque chose de tendre, de doux presque. Le langage corporel disait tout. La main de l'adolescente sur la tête du petit garçon. L'expression de leur visage. L'amitié entre eux. Le contraste était la tendresse, l'affection et le caractère négatif du tabagisme accentué par l'inscription « Real Rebels » sur le t-shirt de l'adolescente. L'interaction entre un petit garçon et une fille atteignant la puberté. L'imitation d'un comportement adulte et malgré tout la persistance d'une certaine innocence. Août 2020. Je viens tout juste d'arriver à Barcelone. J'y loue pour 2 mois un petit studio sous les toits d'un immeuble du quartier El Raval. C'est une ville dont je suis folle depuis toujours. Mon ami Augusto vient me rendre visite pour quelques jours. Il me parle d'Alba, une amie barcelonaise qu'il a rencontrée pendant un voyage au Mexique et qu'il aimerait revoir. C'est à la terrasse d'un bar à tapas qu'Alba vient nous retrouver. On est en train de finir de sublimes glaces au chocolat noir arrosées d'huile d'olive, et c'est le même choc qui se produit entre elle et nous qu'entre le liquide doré qui se fige au contact du chocolat glacé. Nos énergies enjouées de qui vient d'arriver dans la folle et belle Barcelone entrent en collision avec la toute petite mine d'Alba. Elle est abattue par un chagrin d'amour qui ne la quitte pas. À chaque mot qu'elle prononce, Augusto et moi retenons notre souffle en guettant les larmes qui inondent le ras de ses cils, comme si la mer entière semblait prête à en déferler à tout instant. Notre instinct, à Augusto et moi, nous souffle que le remède à l'eau salée doit être l'eau salée elle-même. Ça n'est pas facile, mais on insiste et on arrive à entraîner Alba avec nous à la plage, un peu plus loin dans la ville. Des rythmes de reggaeton jaillissent depuis quelques baffes apportées par nos voisines de serviettes, puis de nos portables alors que l'on se laisse prendre au jeu entre 2 baignades. Rosalia, Malmouna, Ozuna, J Balvin et MC Rebecca défilent et s'affrontent dans un battle digital et connecté, propre à cette nouvelle version du monde où tout n'émane que de nos dispositifs reliés. C'est sur ces cadences fébriles et effrontées que l'on reste sur la plage, jusqu'aux dernières heures d'un après-midi qui n'en finit plus de s'étirer sous le pharaonique soleil d'août. Lorsqu'on se quitte un peu plus tard dans la soirée, Alba aura, au moins pour ce soir-là, retrouvé le sourire. Chaque année, le jour de la célébration de l'archange Saint-Michel, je me rends à Chalma,
un lieu de pèlerinage où est fêté l'archange et où tout le monde se déguise en ange, diabolotin, squelette, etc. À un moment, tandis que je venais d'installer ma nouvelle pellicule, j'ai visé vers le sol en attendant qu'elle indique le numéro qu'il faut pour commencer à photographier. Quand j'ai développé ma pellicule plus tard, j'ai découvert cette photographie que je n'avais pas prise. Il s'agissait de mon appareil photo lui-même qui avait fait cette image. Je l'ai appelée ainsi parce qu'elle disait exactement cela. C'est tombé du ciel. Il y a des accidents en photographie qui peuvent être merveilleux. Ce jour-là, je m'étais rendu sur Robben Island, l'île aux phoques en langue afrikaans, à quelques kilomètres en face du Cap. Durant l'apartheid, l'île hébergeant une tristement célèbre prison de laquelle on ne s'évadait jamais. Parmi ses prisonniers, les futures grandes figures politiques de la nation, Walter Sisulu, Govan Mbeki et évidemment Nelson Mandela qui a passé dans le pénitencier ses 18 premières années de détention sur 27. C'est là que les dirigeants de la lutte contre l'oppression raciale ont théorisé leurs pensées politiques et les relations qui deviendraient une caractéristique de l'Afrique du Sud après l'apartheid. C'est là aussi que Mandela se forgerait aux yeux du monde le prestige et l'autorité qui changeraient l'histoire. De la prison, je me rappelle n'avoir fait aucune image ou presque. Le sentiment désagréable d'évoluer dans un lieu de souffrance transformé en site touristique. Les visiteurs se pressent dans des cellules où un prisonnier peine à s'allonger de tout son long. Dans le bateau qui nous ramène vers le continent, à quelques mètres de moi, ce couple est assis. Ils ont visité la prison à nos côtés. La traversée dure presque 1 heure sur un océan relativement calme. Les touristes regardent sur leurs appareils les photos qu'ils ont prises dans la cellule de Mandela. Eux sont silencieux, muets pendant tout le trajet. Je les observe un long moment avant de m'approcher plus près. Tout est précaire dans l'équilibre de cette image qui reste encore à faire. Le tangage du bateau qui s'éloigne de l'île et l'horizon qui danse, la posture des amoureux, ma présence prudente à leur côté. Et en m'approchant, je perçois combien leur attention est ailleurs, combien leurs pensées sont toujours sur l'île. Je les regarde longuement avant de déclencher pour la première fois. La jeune femme est blottie dans le creux de son épaule. Elle regarde fixement au loin. Il est légèrement prostré et ne bougera pas. De la tendresse pourtant. Je lis dans leur posture une tension palpable, la rémanence des récits de destins tordus en prison. Je me rapproche toujours. Je suis à moins d'1 mètre et je déclenche enfin. 2 photos rapides, puis une 3e. Ils n'ont pas scellé. J'aimerais pénétrer leurs pensées, pousser plus loin l'impudeur, mais je m'écarte délicatement et me rassis à mon siège. Jamais ils n'ont échangé un mot lors de cette traversée qui nous a emportés loin de l'île. Elle a gardé ses yeux plantés dans l'océan. Il est resté courbé. Ce jour-là, c'est en faisant cette photo que j'ai entrevu le poids immuable de Robben Island dans l'histoire de ce pays, bien plus qu'entre les murs de la prison de laquelle on ne s'évadait jamais. Le 9 septembre 2020, le camp de Moria, situé sur l'île de Lesbos, est détruit par les flammes déclenchées par des réfugiés révoltés contre leur sort. Dans ce camp, construit pour 2000 personnes, plus de 20 000 migrants avaient installé leur campement de fortune, dans les collines de Moria, parmi les oliviers centenaires. Dans les jours qui suivent l'incendie, des réfugiés reviennent dans les ruines de leurs anciens abris pour récupérer ce qui peut l'être. Parmi eux, un jeune couple d'Afghans se tient accroupi, face à face, et se fait passer des petits objets que je ne peux pas voir de loin. La jeune femme, voilée et masquée, tient dans sa main droite un morceau de tissu qu'elle passe délicatement à la surface du sol pour écarter les cendres et retrouver ce qu'elle a probablement perdu au cours de l'incendie. En engageant la conversation avec eux, je comprends qu'il s'agit des perles d'un collier qui n'ont pu sauver des flammes. Face à elle, l'homme offre sa paume pour recueillir les restes du précieux trésor.
Dans ce décor tragique, au milieu des terres brûlées, et sous un ciel trop bleu de Méditerranée, j'ai pensé que ce collier était le seul objet qui avait survécu à cette vie d'avant, celle qu'ils avaient fui, espérant de trouver en Europe la paix qui leur était refusée chez eux. J'ai imaginé cet homme offrant ce bijou à cette jeune femme dans un autre lieu et à une autre époque, tout en la regardant dans l'instant présent lui redonner les restes du collier calciné. Silencieuse, concentrée et affectée, elle devint pour moi l'image de la jeune fille aux perles brûlées. C'est une anecdote qui s'est produite un jour à Venise en 1997. J'avais décidé de photographier des objets en verre et des miroirs. Venise me semblait le lieu le plus indiqué. Un matin, je prends donc le Vaporetto pour me rendre à Murano, une île de la lagune de Venise, chez les frères Barbini, une famille de maîtres verriers spécialisés dans la production de miroirs vénitiens. Après avoir expliqué mon projet, on me donne l'autorisation de photographier les miroirs dans le showroom de l'entreprise, mais je ne dispose que de 3 jours pour cela. Le lendemain, je prends possession des lieux. Les miroirs sont présentés accrochés au mur de la pièce sur un fond de tissu sombre. En vis-à-vis, ils se reflètent les uns dans les autres à l'infini. De cette accumulation d'images, il ne reste que les reflets brillants de lumière des cadres en verre qui se détachent du fond noir de la pièce. C'est ce que je souhaite obtenir, mais la disposition naturelle des miroirs n'est pas exactement celle qu'il faudrait pour la photographie. La photographie d'un miroir est en effet quelque chose de difficile, voire d'impossible, car il faut éviter nombre de reflets indésirables, du photographe, de l'appareil photo, du trépied, etc. J'entreprends alors de déplacer et d'orienter les miroirs pour recréer la scène qui conviendra pour l'image. Et c'est là que s'est produit ce qu'il fallait à tout prix éviter, la chute et le bris d'un miroir. Cet incident m'a donné à réfléchir sur la signification qu'il y avait précisément à photographier un miroir. J'ai vu dans ce miroir comme une forme de résistance, comme s'il s'agissait d'un être vivant s'opposant à mon projet. Symboliquement, c'est comme si j'avais par un lapsus révélateur mis à mort cet objet narcissique, que j'avais mis un terme à sa vanité et prononcé Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. En 1958, je suis allé en Russie en tant que touriste avec un appareil photo que j'avais emprunté. En 1960, je me suis déclaré photographe, alors que je ne connaissais rien à la photographie. En 1964, j'ai vu dans le magazine Harper's Bazaar une photographie d'une femme nue tenant un miroir devant elle, avec un reflet dans le miroir, un exploit tout à fait impossible. La femme ne pouvait pas être à la fois derrière et dans le miroir simultanément. J'ai rapidement découvert que la photographie était en fait une peinture de l'artiste René Magritte. Par hasard, j'ai rencontré un ami qui connaissait une femme qui écrivait une monographie sur M. Magritte. En 1964, je suis allé à Bruxelles pour le photographier. Le résultat a été fait à la manière d'un tableau de Magritte. Son portrait m'a libéré du concept traditionnel de la photographie comme une documentation des faits. Mon centre de gravité en tant que photographe s'est alors déplacé de l'observateur au rêveur. Soit on est défini par le médium, soit on redéfinit le médium en fonction de ses propres besoins. J'ai redéfini le médium. Les gens me disent souvent qu'ils n'avaient pas conscience que les oiseaux puissent avoir tant de présence. Lorsqu'ils voient mon travail, ils réalisent leur extraordinaire beauté, mais également l'évidence de leur personnalité. Ils voient un individu, timide, fier, crâneur ou majestueux. Parfois, la réputation de certains oiseaux les précède. Ce fut évidemment le cas lorsque j'ai photographié Sirocco,
le kakapo, un trésor national de la Nouvelle-Zélande. Animal au bord de l'extinction, le kakapo est un perroquet géant, le plus gros de son espèce. Auparavant, la population sauvage de ces extraordinaires oiseaux s'étendait sur les 2 îles de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'introduction d'espèces nuisibles qui les ont rapidement chassés. Sirocco est l'ambassadeur du programme d'aide à la reproduction des kakapos. En général, quand je photographie un oiseau, le but est de bâtir une relation de confiance avec mon sujet. C'est donc un processus qui demande du temps. Et si je ne suis pas satisfaite, je reviens les photographier à une autre occasion afin qu'ils s'habituent à moi et pour que je puisse en tirer le meilleur. Cependant, avec Sirocco, je savais que je n'avais pas cette option. Il s'agissait d'une opportunité unique. Tout comme une star hollywoodienne, chacun des caprices de l'oiseau devait être satisfait. Habillé de pied en cap avec des vêtements stériles, je devais me tenir prête avec mon équipement et nous avons choisi de nous positionner auprès de la souche de son arbre en espérant qu'il choisirait de prendre son dîner à cet endroit. Tout ce que je pouvais faire était de me préparer et d'espérer le meilleur. J'étais extrêmement nerveuse et je pense qu'il a senti cette tension dans l'air quand il est entré dans la pièce. Il m'a observé de la tête aux pieds, a jeté un regard à sa soigneuse Alisha Sherif et y partit instantanément. Ce shooting avait requis énormément de préparation, mais je dus me rendre à l'évidence et accepter que je n'avais aucun contrôle sur la situation. Je me rappelle avoir ri en me rendant compte à quel point tout avait mal tourné, mais que j'avais fait tout ce que je pouvais faire. Pendant que je remballais mon matériel en bavardant avec Alisha, Sirocco planait près de la porte. Étant par nature un perroquet curieux et sociable, il avait senti que l'énergie dans la pièce avait changé. Il est resté près de la porte un moment, et comme nous avons remarqué que nous l'intriguions, nous avons décidé de l'ignorer pour voir ce qu'il ferait. Finalement, il est revenu dans la pièce, ne me regardant jamais dans les yeux, mais bien conscient de ma présence. Il a scruté mon équipement tel un chat, et après un moment, semblait avoir compris que ni mon matériel ni moi-même ne représentions une menace. Au bout d'un moment, il s'est donc détendu et concentré sur son repas. Il a ensuite grimpé sur sa souche préférée, exactement là où je voulais qu'il soit, et a commencé à grignoter une fourgère. Petit à petit, il se positionna dos à moi, feignant d'ignorer ma présence. Je suis restée très calme et discrète pour voir ce qu'il ferait. À un moment, il me jeta un regard par-dessus son épaule et je sus que c'était mon moment. C'est ainsi que je fis son portrait.